Hello à toutes et tous, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On se retrouve pour l'épisode 6 de W, votre podcast curieux sur la WNBA. On va faire un petit point route aujourd'hui sur le calendrier passé depuis la semaine dernière, depuis l'épisode 5 de nos 4 équipes, bref, sur ce début de saison, sur les 4 équipes sur lesquelles on fait un petit focus sur ce début de saison, donc dans le désordre, Mercury, Storm, Wings et Valkyries. On va commencer par les Valkyries et ce petit point sur le calendrier va nous permettre de faire aussi des points sur les équipes et où elles en sont dans cette saison. On est à peine un petit peu moins de 10 matchs joués par chaque franchise. Je pense que ce sera pour l'épisode prochain, le petit point des 10 matchs. On va commencer donc par les Valkyries. 2 matchs joués pour les Valkyries depuis donc le 2 juin. Une défaite, une victoire. Une défaite d'abord contre le Mercury qui tourne plutôt bien sur ce début de saison. Malgré l'absence d'Alyssa Thomas, elles arrivent à gagner des matchs. Et les Valkyries, du coup, ont perdu ce match 86-77. Et elles ont gagné contre les Aces de Las Vegas, qui connaissent vraiment des montagnes russes sur ce début de saison. 95-68, une grosse victoire des Aces sur les Valkyries. Depuis le début de la saison, les Valkyries ont seulement 3 victoires en donc 8 matchs, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, 8 matchs. Et je trouve que les ratings sur les Valkyries ne reflètent pas tout à fait le niveau, et notamment le niveau défensif de cette équipe. Elles sont 7e au defensive rating, les Valkyries, donc c'est la 7e défense, on pourrait dire, de cette ligue. Et je trouve que c'est pas cher payé, vu à la fois les principes qui sont insufflés par le coaching staff, l'exécution défensive de cette équipe, que je trouve vraiment bonne pour une équipe qui est sur sa toute première saison dans une franchise qui est également sur sa toute première saison en WNBA, et ensuite le matériel défensif à disposition du coaching staff, qui est notamment sur l'aile, en la personne de Janelle Salin, Kyla Thornton et Veronica Burton, la capitaine de cette défense. Et ben je trouve que c'est pas cher payé. Je trouve que, je pense en tout cas, que le calendrier nous empêche peut-être de voir à quel point cette défense est déjà bonne. Peut-être pas élite, mais déjà bonne. Il y a des postes sur lesquels elle souffre un petit peu plus qu'ailleurs, mais c'est déjà très bon, et notamment sur les ailes. Et clairement, quand vous avez affronté déjà 2 fois le Liberty depuis le début de la saison, une fois les Lynx, une fois le Mercury, et qu'ensuite vous avez fait les Aces aussi, quand bien même vous ayez gagné, et ben clairement, votre défense, elle a peut-être peiné à montrer toute sa complétude, toute son application et toute sa dangerosité. Et à mon avis, le defensive rating des Valkyries, si elles arrivent à tenir ce rythme, et notamment sur les ailes, qui sont des postes clés en WNBA, et notamment le poste 4, si elles arrivent à tenir ce rythme, je pense qu'elles devraient monter quand même dans la hiérarchie des défenses cette saison. Je me fais peut-être des idées, et on parlera un petit peu plus tard des biais de récence, mais je pense effectivement que cette équipe des Valkyries n'est pas réellement la 7e défense de la ligue. Je pense qu'elles sont capables d'être plutôt dans le top 5. Je m'avance. Voilà, bargain, tap in, hot take, tout ce que vous voulez. Je pense qu'elles sont capables d'être top 5 à la fin de la saison. Il y a pourtant du monde en défense cette saison. Il y a notamment le Mercury qui fait une super saison défensive, évidemment, sous le capitanat d'Alyssa Thomas. On pourrait citer les 2 franchises qui caracolent en tête à 8-0, à savoir le Liberty et les Lynx, qui font également un excellent boulot défensif. Il y a le Storm, bien sûr, mais est-ce que les Valkyries ne sont pas juste après ces 4 équipes-là? Eh ben, je pose bien la question et je pense qu'on va surveiller ça autour du 20e match, là, à peu près la moitié de la saison. On fera un point sur les Valkyries à ce moment-là, en tout cas sur leur défense. On bascule du côté des Wings de Paige Bueckers, mais sans Paige Bueckers, puisque Paige est absente depuis déjà quelques matchs, du côté de Dallas, si j'arrive à ouvrir l'onglet, évidemment, voilà. Les Wings sont sur 2 défaites. Elles ont également joué 2 matchs. Il y a que, je crois, le Mercury qui a joué 3 matchs depuis le 2 juin. 2 défaites face au Storm et face aux Sparks de Los Angeles. Le Storm qui, encore une fois, s'en sort bien sur cette semaine-là. Et Dallas qui peine. Dallas qui peine avec tous les problèmes qu'on avait déjà surlignés dans l'épisode précédent, dans l'épisode 5. En l'absence de Paige, la création offensive fait vraiment peine à voir. Il y a vraiment un bon déficit. Et finalement, il y a une seule victoire pour 8 défaites. Pour 8 défaites sur 9 matchs joués depuis le début de la saison pour Dallas. Je pense qu'on peut commencer à imaginer que Dallas ne sera pas l'équipe qui va essayer d'obtenir une passe en playoff d'ici la fin de la saison. Je pense qu'on n'est pas tout à fait sur la même idée de première saison du projet Paige Bueckers
comme Indiana l'avait été la saison passée avec Caitlin Clark, il y a moins de talent autour de Paige aujourd'hui qu'il n'y en avait la saison dernière autour de Caitlin Clark à Indiana. Et du coup, quand il n'y a pas Paige et que Harry Kane ne sait plus vraiment quoi faire dans cette attaque depuis le début de la saison et que vous avez d'autres joueuses qui ne sont pas au niveau, c'est compliqué pour Dallas d'aller chercher autre chose qu'un bon vieux tank des familles qui va permettre à cette équipe à la fois de se positionner très haut à la draft de l'intersaison prochaine, mais aussi de se positionner avec, à mon avis, beaucoup d'ambition sur la free agency de l'été prochain, de l'intersaison prochaine. Pourquoi ? Parce que sur la free agency de la saison prochaine, on va avoir 80-90% de la ligue qui sera disponible pour les équipes, notamment des stars et des superstars. Et honnêtement, le projet Dallas, même si cette saison c'est très morose et clairement on est sur un tanking, si vous draftez très haut à la draft prochaine, donc la draft 2026, en ayant déjà Paige Bueckers dans votre effectif et en éventuellement réussissant à récupérer des role-players de bonne qualité, je pense que vous avez un projet, vous avez des perspectives qui vous permettent agressivement d'aller chercher des dossiers de stars ou de superstars de cette ligue pour avoir une équipe compétitive dès 2026. Donc ce sera à surveiller parce qu'il y a toute une histoire de payroll avec ce nouveau CBA, etc. Mais ça va être une équipe qui sera très intéressante à l'intersaison prochaine. Et du coup, je profite de parler de Dallas pour aborder un sujet, disons, en parenthèse dans cet épisode, c'est les biais de récence. Les biais de récence, quand on découvre une ligue, comme c'est le cas pour moi avec la WNBA, ça vous provoque des montées comme ça d'adrénaline, d'émoi et d'affection. Parce que moi, en tant que spectateur et de fan de ce sport, je fonctionne aussi à l'affect, pas juste à l'analyse froide, comme je peux être capable de le faire quand justement je me pose en observateur pour un podcast ou pour un autre. Mais j'avoue que j'ai eu un énorme biais de récence pour une joueuse sur ce début de saison, qui faisait pas forcément partie de mes chouchous, mais je sais pas, il y avait un truc qui me plaisait bien sur cette joueuse et on m'a dit, va voir de plus près, va regarder les stats avancées, va regarder quelques highlights, va regarder quelques lowlights aussi, va regarder un petit peu plus en profondeur sur les matchs, cible un peu ce qu'elle fait sur le terrain. Et clairement, mon avis sur Maïcha Heinz-Allen a été revu à la baisse. Et j'étais un peu monté dans le train de cette joueuse et je suis allé vérifier plusieurs paramètres. D'abord, sa fiche de paye, qui est une des plus importantes de la ligue, et sur le poste 4, qui est le poste principal où les superstars s'agrègent le plus dans cette ligue, avec A'ja Wilson, avec Alyssa Thomas, avec Brianna Stewart, etc. Toutes ces superstars qui sont sur le poste 4, le poste 4. Eh ben, on a Maïcha Heinz-Allen qui est également sur ce poste 4 et qui est parfois mieux payée que des superstars dont elle a clairement pas le niveau. Donc ça, c'est un premier gros problème. Quand vous avez des prétentions salariales aussi hautes, vous devez forcément avoir un rendement sur le terrain à la hauteur, quoi, tout simplement. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et au-delà de ça, il y a aussi d'autres problèmes. Et si j'avais trouvé certaines actions assez flatteuses sur cette joueuse, et clairement, ce sont ces actions-là qui ont créé le biais de récence à propos de MHA, eh ben, j'ai quand même un problème en regardant un petit peu plus les vidéos sur les conseils, notamment de Gis. Eh ben, je me retrouve avec quand même une joueuse qui, pas forcément très présente en défense, qui abandonne parfois ses coéquipières sur le plan défensif. Et vous savez que moi, le plan défensif, c'est quelque chose qui me fait vraiment tomber en amour pour des joueurs et des joueuses. Donc là, clairement, mon jugement a été revu à la baisse. Et en attaque, il y a parfois effectivement des flashs. Il y a parfois notamment des pull-ups qui sont super séduisants. Et de l'autre côté, il y a des rôles qui sont plus compliqués. Une finition au cercle qui est également plus compliquée. Donc voilà, j'ai revu mon jugement à la baisse. Et en fait, c'est ça d'aimer ce sport, c'est être capable de se dire à un moment donné, là, j'ai eu un gros biais, comme je l'ai eu pour le Mercury en début de saison, j'en ai parlé dans l'épisode 5. J'en ai eu un sur Maïcha Heinz-Allen. Merci, camarade, au pluriel, de m'avoir fait un retour sur mon jugement hâtif concernant Maïcha Heinz-Allen. J'ai pu descendre, je suis désolé Maïcha, mais je suis descendu du train et du bus à l'arrêt précédent. Et je pense que sur la free agency de la saison prochaine, si tu es free agent, je pense que tu vas peut-être avoir une petite baisse de salaire, ce qui, à mon avis, serait logique. Voilà.
Donc, petite fin de parenthèse sur les biais de récence, mais ça existe chez tout le monde, hein. Quand on a comme ça une curiosité sur une ligue ou sur un joueur ou sur une joueuse, on a des biais de récence qui créent et l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on se renouvelle dessus, qu'on ne reste pas dessus et qu'on bouleverse un peu ce qui se passe dans notre tête et dans notre cœur de fans de basket, quoi. On va passer du coup à la troisième équipe, c'est le Storm. Vous savez que c'est une équipe qui m'a beaucoup séduit, le Storm, sur ce début de saison. On est sur 2 victoires depuis le 2 juin face aux Wings, donc de Page, sans Page, et face au Mercury de Alyssa Thomas, sans Alyssa Thomas. 2 victoires qui étaient importantes à prendre pour le classement général, parce qu'on est sur une équipe qui a 5 victoires pour 4 défaites depuis le début de la saison. Donc c'est un bilan qui, à mon avis, reflète bien où on est cette équipe sportivement. Il y a quand même des choses qui sont très cool. Moi, tous les matchs que j'ai regardés m'ont vraiment séduit. J'ai vu qu'une seule défaite du Storm cette saison, c'était face aux Lynx. Non, j'en ai vu 2. J'ai vu également la défaite face au Dream, équipe très intéressante d'ailleurs, le Dream, que j'avais pas du tout dans ma vision en début de saison et qui commence à me satisfaire. On en parlera, je pense, un petit peu plus en milieu de saison du Dream. Je vais me concentrer sur un petit peu plus tard. Mais voilà où en est le Storm. Le Storm a également vu dans les journaux quelques problèmes extérieurs à ce qui se passait sur le terrain être pointés du doigt, notamment des problèmes de relation entre l'assistant coach et une de leurs anciennes joueuses, Jewel Lloyd, pendant un temps mort, je crois. Ça a été classé sans suite par la Ligue parce que finalement, ce sont des incidents qui arrivent sous la tension des matchs, etc. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Corrigez-moi si je me trompe en commentaire ou sur Twitter. Mais voilà, le Storm a aussi cette affaire avec leur intérieure chinoise, Yueru, qui, je trouve, avait des minutes intéressantes en sortie de banc, mais vraisemblablement, les minutes qu'elle a en moyenne par match ne suffisent pas à son développement. La fédération chinoise n'est pas tout à fait contente de la manière dont le Storm gère ce cas-là, et elle a donc demandé son trade, ou en tout cas son agent a demandé son trade. On va voir quelle est la situation pour le Storm. Je trouve ça dommage parce que je pense qu'avec justement cette free agency qui arrive l'été prochain, il est tout à fait possible que le Storm, en fonction de leur capacité à recruter, en arrive au point d'embrasser réellement une reconstruction en se projetant très vite sur ce duo d'intérieur qui est Dominique Malonga et Lou Yueru. Et je trouvais ça intéressant de les associer parce qu'elles ont deux profils très différents, à la fois physiquement et dans les skills, dans les compétences qu'elles ont sur le terrain. J'aurais trouvé intéressant de composer une raquette avec ces deux-là, peut-être avec Dominique en 5 et Yueru en 4, et même une alternance peut-être sur le jeu, avec la capacité de Dominique notamment de jouer un petit peu plus loin du cercle. Voilà, c'est dommage, je ne sais pas encore où elle va finir. Je pense qu'il y a des équipes qui pourraient être clairement intéressées par ce contrat rookie qui pourrait peut-être améliorer leur rendement intérieur. Pour l'instant, je ne me projette pas trop, mais voilà, j'imaginerais bien Yueru peut-être du côté des Aces, du côté du Dream également, ou du côté de Dallas, pourquoi pas. Ça dépendrait de ce que ces équipes voudraient lâcher, et ça dépendrait aussi de ce que le Storm compterait récupérer. On va passer enfin à la dernière équipe dont on discute aujourd'hui, c'est le Mercury. Mercury qui est vraiment une équipe beaucoup plus intéressante que je le pensais sur ce début de saison. Une victoire et une défaite donc face au Storm, et une victoire face aux Valkyries. On l'a vu, toujours sans Alyssa Thomas. Elles avaient recruté Hailey Jones, qui était un bon choix. Je ne connaissais pas cette joueuse, mais clairement, elle leur a apporté notamment sur la création offensive. Et très curieusement, elle a été coupée, je crois que c'est aujourd'hui ou cette nuit, Hailey Jones. Je trouve ça curieux parce que pour moi, c'était une bonne recrue. Il y a Cooper également, l'ailière scoreuse, qui est absente depuis le début de la saison, si je ne me trompe pas, et dont je ne connais pas tout à fait la date de retour, je n'ai pas vérifié. Alyssa Thomas devrait revenir bientôt, théoriquement, mais je trouve que c'est un peu tôt pour couper Jones. Donc, ma manière d'assimiler et de comprendre ce move, c'est que l'une des deux, voire les deux, Thomas ou Cooper, vont revenir, et que donc, pour des raisons notamment de payroll, à Phoenix, on sait que c'est important, le Mercury décide de se séparer d'Hailey Jones. On verra. Je pense que c'est une joueuse qui peut être intéressante pour d'autres franchises. Je pense, pourquoi pas aux Valkyries.
qui ont des problèmes de création offensive. Et pourquoi pas du côté des Sparks aussi. Il faut voir combien elles demanderaient pour être signées dans une de ces deux franchises et qui serait libérée en échange. Mais à surveiller, Ellie Jones, ça m'étonnerait qu'elle reste sans contrat et j'aimerais en tout cas sur ce que j'ai vu des matchs du Mercury qu'elle retrouve un contrat très vite. Voilà pour ce petit point sur les équipes qu'on suit sur ce début de saison dans W. Je vais vous parler maintenant d'un truc qu'on a commencé avec quelques potes du roster sur ce début de saison. On a commencé une Fantasy League sur ESPN. Vous savez que les camarades de Swish Swish, ils avaient une Fantasy League. Cette saison, malheureusement, ils l'ont mise un peu en suspens pour pouvoir se reconcentrer sur le projet et le mettre un peu à jour peut-être pour la saison prochaine. D'ailleurs, on les salue et on espère que ce projet reverra le jour parce que c'était vraiment trop cool. Et donc, on a décidé avec le roster de faire une ligue en commun. Et donc, on est 8 membres du roster à avoir créé une ligue ensemble. Et évidemment, je suis dernier au standings sur ce début de saison. C'est assez terrible. Mais grosso modo, qu'est-ce qui se passe et pourquoi je suis dernier? Eh ben, c'est relativement simple à comprendre. Je suis nul sur tout ce qui est Fantasy Draft et Fantasy League parce que j'ai trop d'affect pour certains joueurs et certaines joueuses et je peux pas m'empêcher de les drafter. C'est exactement comme dans Touquet. Je prends systématiquement mes joueurs préférés et mes chouchous au lieu de prendre des joueurs beaucoup plus compétitifs et beaucoup plus talentueux, hein, tout simplement. Et je me suis fait avoir par les biais de récence dont je vous ai parlé tout à l'heure, par mon enthousiasme sur notamment la draft de Dominique Malonga, sans connaître le contexte du Storm avant de la drafter, puisqu'on a commencé cette Fantasy League au tout début de la saison. Je ne savais pas que Dominique allait jouer entre 8 et 12 minutes par match. Et puis voilà, j'ai fait d'autres choix dans cette Fantasy Draft qui sont terribles et que je paye aujourd'hui au prix fort. Et voilà, donc je vous montre rapidement où on en est de cette ligue, mais grosso modo, voilà mon effectif. Donc, Soul City Defenders, c'est moins Paige Bakers. On a d'autres Dijon Carrington, ma chouchou suprême depuis la saison dernière. Et puis, vous voyez Macha, Heinzalen, etc., etc. J'ai essayé de drafter entre le talent. Du coup, Paige Bakers, je m'attendais à ce qu'elle ait beaucoup de responsabilités, mais malheureusement, elle est absente depuis une bonne grosse semaine. Donc, je n'arrive pas à scorer avec elle sur cette Fantasy League. Je suis bon dernier, 0-2. Voilà, c'est très drôle, c'est très rigolo. Et du coup, j'en profite pour passer un bonjour à mes camarades du roster avec qui je fais cette Fantasy League. C'est vraiment super fun. C'est très facile, hein, d'ailleurs, la Fantasy League sur ESPN. Je vous la recommande vivement. C'est très, très facile à mettre en place. C'est assez fun. Il y a grosso modo une opposition entre deux équipes par semaine. Donc, vous vous affrontez par semaine. Tous les jours, vous pouvez refresh un peu l'effectif que vous mettez sur le terrain. Vous récoltez du coup les points que vos joueuses ont scoré en WNBA, mais aussi les rebonds, etc. Vous pouvez configurer tout ça. C'est assez cool. Si vous vous êtes pas lancé là-dedans, vous pouvez vous lancer là-dedans, y compris en cours de saison de WNBA. C'est assez fun. Et puis voilà, je tiendrai au courant de cette Fantasy League. Je pense que je vais rester bon dernier jusqu'à la fin et clairement, je ne vais pas faire les playoffs, mais je me vengerai à la saison prochaine. Je ne ferai pas l'erreur de drafter à l'affect et au biais de récence. C'est promis. C'est promis. Voilà, je vous laisse là-dessus, chers camarades. J'espère que cet épisode 6 vous a plu. Un épisode beaucoup plus léger que d'habitude, ou en tout cas un de ces épisodes légers où on fait juste un petit point sur le calendrier. Il y a des matchs à venir en WNBA. On va regarder un peu ce qui va être intéressant avant de se quitter. Mais il y a des matchs qui arrivent, notamment cette nuit. Les Valkyries contre les Sparks. Je pense que je ne vais pas regarder ce match, on ne va pas se mentir. Peut-être quelques highlights pour voir un petit peu ce que les Valkyries proposent. Par contre, Fever, Dream, ça, on va regarder. Même sans Caitlin Clark, on va regarder. Chicago, c'est vraiment très dur de regarder Chicago sur ce début de saison. Vraiment, l'animation offensive est terrible et ça dessert malheureusement Angel Reese. Beaucoup de storytelling sur Angel Reese, sur son incapacité à scorer, sur son incapacité à mettre un lay-up, etc. Ok, très bien, c'est peut-être pas la meilleure scoreuse sous un panier et sur son jump shot de toute la ligue, mais qu'est-ce que cette animation offensive est triste du côté de Chicago. Sa responsabilisation en attaque en tant que finisseuse est vraiment... Enfin, ça fait peu longtemps que je regarde la WNBA, ça fait longtemps que je regarde le basket. Clairement, c'est pas du tout ce que je ferais avec Angel Reese. Je pense qu'elle a d'autres choses à donner, et notamment l'initiation, la création, etc. C'est des choses qu'elle est capable de faire, ou à minima de développer dans une équipe qui est comme ça, empêtrée dans un tanking quasiment de force. Je pense que c'est des choses qu'on doit développer autour de cette joueuse.
Et là, c'est pas le cas. Donc, grosso modo, on essaie de la développer à la finition. Et je pense que c'est pas ce qu'il faut faire. Donc, c'est un peu triste pour la fanbase de Chicago de voir leur équipe à quel point cette équipe est dans la panade, hein, tout simplement tactique sur ce début de saison. On a ensuite mardi demain, dans la nuit de mardi à mercredi, l'opposition Sparks-Vegas. On a Dallas contre le Mercury. J'espère vraiment que ces deux équipes vont s'affronter en pleine possession de leur force. Et puis on a l'affiche, pour moi l'affiche de la semaine, hein, je pense, qui est Storm qui reçoivent les Lynx. Ça par contre, clairement, je vais regarder. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve soit avant le week-end, soit là, après le week-end prochain. Bonne WNBA, bon match à toutes et tous. On se retrouve en commentaire ou sur Twitter. Ciao.